Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour Corrèze. Aujourd'hui, nous allons vous parler des élections européennes qui vont avoir lieu dans un peu plus d'un mois maintenant, le 25 du mois prochain. Donc Bernard Monod et notre présidente Marine Le Pen vont venir nous rejoindre sur la scène, afin de vous présenter les élections européennes, les démarches et les candidats qui sont derrière vous, qui vont former la liste. Alors, je peux vous parler aussi un petit peu des municipales sur la Corrèze. Nous avons eu malheureusement que très peu de listes. Nous avons eu 2 listes qui sont allées jusqu'au bout et une liste qui a manqué de 4 personnes pour pouvoir être et représenter Brive. À l'occasion de ces élections européennes, vous allez pouvoir tous vous exprimer, puisque là nous n'avons pas besoin de représentants locaux. Elles sont, comme je viens de le dire, européennes, et chacun pourra exprimer ses voix, ses idées à l'intérieur du vote. Donc, je compte sur vous pour nous soutenir au maximum sur la Corrèze. Nous serons beaucoup plus près de vous pour ces européennes que nous l'avons été pour les municipales, car nous nous sommes structurés au niveau de la fédération de la Corrèze par nouveau canton, et vous allez avoir un interlocuteur par canton. Ce sera plus facile pour nous afin de distribuer les tracts affiches de façon à pouvoir être présente sur l'ensemble des communes de la Corrèze. Donc Bernard Monod va prendre la place derrière moi de façon à intervenir, se présenter l'équipe qui est derrière moi. Je vous remercie et je vous prie de recevoir Bernard Monod avec tout l'intérêt qu'il va apporter et toutes les connaissances et compétences qu'il a au sein du Front National et de l'Europe. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être ici, à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, où nous venons vous parler de la France, de notre douce France, vous parler de votre région, vous parler de vous, et vous parler de notre avenir, car nous considérons qu'il est en danger à l'heure actuelle. Nous avons la chance d'avoir la présence de Marine Le Pen parmi nous. Qui nous fait l'honneur de sa présence en ce week-end pascal, donc savourez ce moment-là. Avant de commencer de vous présenter un petit peu la campagne européenne, notamment de notre région Massif Central-Centre, je voudrais vous présenter l'ensemble de la liste. Vous avez la primeur, puisque officiellement, ça devrait être le 22 que la liste devrait être présentée, mais pour le Massif Central-Centre, vous êtes présenté d'ores et déjà. Alors, nous sommes 10. Votre tête de liste, Bernard Monod. En deuxième de liste, Jeanne Potin, qui malheureusement ne peut plus venir aujourd'hui parce qu'elle travaille. Donc je passe directement à notre troisième de liste, Philippe Loiseau. Je vous demande d'applaudir.
et donc il est présent aujourd'hui parmi vous. En quatrième de liste, Véronique Péan. Je vous demande d'applaudir. Véronique est secrétaire départementale de l'Indre-et-Loire. Également en cinquième position, Martial Mom, derrière moi. Le secrétaire départemental de la Creuse. En sixième position, je vous présente donc Anne Foreau. Anne Foreau qui nous vient du Puy-de-Dôme. Michel Sassier en septième position. Du Loir-et-Cher, de la région centre. Huitième position, Claudine Lopez. De l'Allier. En neuvième position, Jean-Yves Narquin. Jean-Yves Narquin du Loir-et-Cher, qui a une particularité puisque c'est le seul maire Front National réélu. Qui démontre que un maire Front National a une bonne gestion et peut effectivement être réélu. Et enfin, en dixième position, Christine Marty. Élu comme conseiller municipal à Limoges. Voilà pour l'ensemble de la liste qui va mener campagne pour vous, pour les Français et les citoyens de la région du Massif central et du centre. Et avant de démarrer, je voudrais vous dire que tout à l'heure Marine va vous parler de la campagne nationale et qu'au niveau de la région, je vais décliner un petit peu les thèmes plus particulièrement que je souhaite développer donc pendant cette campagne. Alors comme vous le savez, la campagne de l'Union européenne, qui est une ambition politique importante pour le Front National, dont Marine vous parlera, eh bien c'est de traiter l'Union européenne. L'Union européenne qui est pour la France donc une soumission à Bruxelles. Nous le vivons depuis 25 ans environ, ou pas loin, avec le traité de Maastricht, qui a été le début de ce déclin de la France au niveau des soumissions qui lui sont appliquées. Le rappel qu'il faut faire, c'est effectivement que 80% des lois qui vous sont appliquées en France et à vous proviennent donc des directives techniques européennes et que seulement 20% sont votées au Parlement français. Donc vous voyez bien que le poids de l'Union européenne est très important. Il est important également, puisque l'Union européenne nous interdit d'avoir notre souveraineté française à la fois économique, sociale, identitaire, avec la problématique de l'absence de protectionnisme économique que nous défendons au Front National et comment dire, également du patriotisme économique. La soumission de la France à Bruxelles, c'est également le recul de l'État. Recul de l'État dû notamment à la politique d'austérité qui a commencé, sans dire son nom, depuis déjà des années, mais qui s'aggrave bien entendu avec les nouvelles politiques menées par notre nouveau ministre, nouveau Premier ministre, qui va nous faire valser à cause de son pacte de responsabilité. Le pacte de responsabilité qui est évalué environ à 50 milliards d'euros qui nous sont imposés bien entendu par l'Union européenne, par cette commission de Bruxelles qui a tout pouvoir aujourd'hui sur la France, mais bien entendu sur tous les pays de l'Union européenne et de la zone euro. Tout pouvoir sur ce gouvernement technique que sont aujourd'hui les pseudo-présidents, qu'ils soient UMP, UPS depuis de nombreuses années, et également les gouvernements Hérault, Fillon et maintenant Valls, qui doivent appliquer la feuille de route qui est réclamée par l'Union européenne avec ce fameux pacte de responsabilité. Alors le pacte de responsabilité, on l'a emballé un petit peu avec de la solidarité, parce que ça fait bien, ça fait cosmétique. Alors on rajoute un petit peu de solidarité pour mieux passer dans les classes populaires et les classes moyennes. Mais en fait, le pacte de responsabilité, qu'est-ce que c'est? C'est une tenue de camouflage de l'austérité qui va commencer à démarrer réellement, puisque les économies qui vont être faites par le gouvernement vont être considérables. 50 milliards, je viens de vous le dire, 18 au titre de l'État, 10 au niveau de la sécurité sociale, 10 ou 11 environ au niveau des collectivités territoriales, donc les communes,
les agglomérations, donc ce millefeuille qui va tout doucement se réduire. Le pacte de responsabilité, en réalité, c'est la facture de l'euro monnaie unique. Cet euro qu'on nous a imposé il y a une douzaine d'années maintenant, à partir de 2002, en nous dépossédant de notre monnaie nationale ancestrale. Le franc existait déjà depuis des siècles, ça se passait bien. Quand c'était un petit peu difficile en termes de compétitivité économique, eh bien on faisait une petite dévaluation comme pendant les 30 Glorieuses. Il faut savoir quand même que les 30 Glorieuses, c'est 6 dévaluations compétitives. Le pacte de responsabilité, c'est donc le sauvetage de l'euro monnaie unique, qui a déjà coûté au bas mot 70 milliards d'euros que vous retrouvez dans vos impôts, que vous retrouvez dans la baisse de vos prestations sociales, de vos prestations familiales, que vous retrouvez dans les charges de vos fiches de salaire, dans les charges de vos entreprises. Cette facture du sauvetage de l'euro et également du système bancaire qui nous impose ces conditions de sauvetage, voulues par Bruxelles, c'est également les difficultés que rencontrent les Français sur leur pouvoir d'achat, la diminution de pouvoir d'achat. On nous fait croire effectivement que l'inflation depuis une douzaine d'années frôle les environ 2%, mais quand on voit le prix de la baguette qui était environ à 2,80 francs, si vous vous en souvenez, dans les années 2000, nous sommes aujourd'hui à 1 euro. 1 euro, ça fait l'équivalent d'environ 6,5 ou 7 francs. Donc c'est quand même 200 ou 300% d'augmentation. À part ça, l'INSEE ne voit pas beaucoup d'évolution de l'indice d'inflation. Donc voilà, le pacte de responsabilité, le pacte de solidarité, c'est l'austérité, et l'austérité, c'est le sauvetage de l'euro, c'est la facture de l'euro qui nous est présentée dans un premier temps par le gouvernement, mais le gouvernement soumis à cette Union européenne et cette commission de Bruxelles. Au-delà de l'aspect de la politique d'austérité qui nous est imposée, c'est également la disparition progressive des services publics. Ces services publics que vous voyez tout autour de vous en train de reculer, de disparaître, avec les gendarmeries, avec la poste, avec les écoles qui ferment, qui disparaissent, avec également les hôpitaux de campagne qui se rapprochent des villes. Donc c'est un déplacement du service public et de la santé publique. C'est également les commerces qui ferment dans les régions rurales, dans les petites villes, soumises à la concurrence notamment aussi déloyale de la part de la grande distribution et également la fermeture des gendarmeries au sens large. Donc c'est toute cette politique, ce qu'on appelle d'euro-austérité, qui nous est appliquée avec une volonté politique de l'ensemble de la classe politique qui nous gouverne depuis une bonne trentaine d'années, que ce soit UMP, PS, et que nous appelons au Front National l'UNPS. L'autre chose, c'est la désertification des territoires ruraux. Vous l'avez vu, avec le chômage grandissant, nous sommes en France environ à 11% de chômage réel. En réalité, mes amis, c'est pas 3,3 millions de chômeurs et de quasi-chômeurs et d'inactifs que nous avons en France, compte tenu des statistiques officielles de l'INSEE. C'est en réalité 5,9 millions de chômeurs, d'inactifs et de quasi-chômeurs. C'est également la délocalisation des petites entreprises, des PME, des entreprises moyennes qui n'ont plus la capacité d'être compétitives par rapport justement à la concurrence mondiale au travers des États-Unis, au travers de la Grande-Bretagne, au travers du Japon, de la Chine et même de l'Allemagne au sein de l'Union européenne et de la zone euro. Une Allemagne qui a une concurrence déloyale par deux éléments majeurs. C'est effectivement, ils utilisent eux-mêmes leur propre monnaie qui est l'euro, mais en faisant une dévaluation compétitive sur leur territoire. Donc je vous passerai les combinaisons techniques qu'ils utilisent, mais c'est bien ce qu'ils font depuis une dizaine d'années. Et la deuxième chose, c'est d'utiliser les pays limitrophes, la République tchèque, la Lettonie, la Lituanie, pour faire fabriquer leurs pièces détachées hors de l'Allemagne, et puis ensuite les réimporter pour les assembler en Allemagne et constituer donc un label allemand. Mais en réalité, bien entendu, c'est fait par des ouvriers à bas coût, c'est fait par une concurrence déloyale. Et bien entendu, l'axe franco-allemand, il y a bien longtemps qu'il n'est plus amical. Au contraire, on est dans une concurrence entre partenaires très importante, où on mène une guerre économique au sein de l'Union européenne. Voyez les rapports entre les Grecs et les Allemands, et vous avez compris que l'Union européenne n'est pas du tout pacifique.
C'est une guerre économique, une guerre sociale qui est menée, avec des grands prêtres, qu'ils soient socialistes, qu'ils soient UMP. Je pense à M. Pascal Lamy, notre côté socialiste, qui est l'ancien directeur général de l'Organisme mondial du commerce, l'OMC, et qui aujourd'hui vient soutenir la promotion des petits jobs comme ça à 250 ou 300 euros par mois, et puis comme ça il faut en faire 2 par jour pour effectivement avoir une vie décente, et puis diminuer le SMIC aussi, parce que c'est leur grand truc, puisqu'en Allemagne il n'y a pas de SMIC, donc comme le SMIC est encore trop élevé en France, eh bien on va le diminuer. Donc pour les juniors, on va leur mettre le SMIC à 800-850 euros. C'est tout le discours que vous entendez à l'heure actuelle et qui est mené donc, dans ce modèle économique ultralibéral et mondialiste qui est voulu par l'Union européenne, qui est voulu par la Commission de Bruxelles, qui est voulu par les technocrates de Bruxelles non élus qui nous imposent leurs conditions. Au-delà des certifications des territoires, au-delà des zones d'activité sinistrées dont on vient de parler, de la hausse du chômage qui est considérable, eh bien, il y a également, moi, ce que j'appelle dans notre région l'économie première. L'économie première, dans le Massif central, dans la région centre, eh bien, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est la viticulture et, bien entendu, tout ce qui en découle. Il faut savoir que la France, deuxième contributeur au niveau de l'Union européenne, pour le budget de l'Union européenne, c'est environ 20 milliards d'euros depuis le traité de Maastricht qui ont été versés en équivalent franc et bien entendu euros aujourd'hui, 20 milliards d'euros qui sont effectués par an, bien sûr, 20 milliards d'euros par an, mais cumulés, imaginez, faites le cumul depuis 20-22 ans de l'Union européenne telle qu'elle a été construite, c'est au bas mot 350-400 milliards d'euros que vous allez débourser pour financer le budget de l'Union européenne. L'Union européenne qui, bien entendu, se prévaut de nous restituer environ 13 milliards d'euros. Mais le solde est encore négatif. Le solde, c'est encore 7 milliards d'euros qui restent dans les poches de l'Union européenne et qui ne nous revient pas. Alors bien entendu, on nous dira c'est pour la construction européenne, c'est pour l'homogénéité des pays et des peuples d'Europe, sauf qu'aujourd'hui, dans cette guerre économique, on n'a plus les moyens de financer un tel budget, parce que ce budget que l'on fournit à l'Union européenne, nous ne l'avons pas pour financer notre activité économique, notre régime de protection sociale, que ce soit les retraites, que ce soit la santé publique, que ce soit la famille, que ce soit également la retraite, donc je l'ai dit. Ces 20 milliards d'euros, c'est ce que vous payez par compensation dans le pacte de responsabilité qu'on va vous imposer très prochainement. Donc vous voyez que c'est un jeu de vase communicant permanent. Donc le déclin de l'économie première que je qualifie moi d'agriculture, de l'élevage et de la viticulture provient notamment de la PAC qui est en place depuis une bonne trentaine d'années aujourd'hui. Au dire des agriculteurs qui nous ont donné leur témoignage, des vignerons, des éleveurs, pour eux c'est un nivellement par le bas de leur profession. Et ils le vivent très mal. Ils préféraient ne pas avoir d'aide agricole et vivre dignement de leur travail, vivre dignement de leurs revenus, pouvoir effectivement ne pas avoir d'aide agricole pour financer par les aides compensatoires ce qu'ils appellent la mutuelle sociale agricole, parce qu'en fait ils s'aperçoivent que les cotisations ont largement augmenté depuis le début de la politique agricole commune qui a été vendue par l'Union européenne et vendue également par tous les présidents, notamment je pense au président Chirac dans les années 90, c'était comme son fer de lance, c'était son cheval de bataille pour vendre les aides agricoles au monde rural. Donc il y a ce déclin et ce démantèlement de la PAC qui va être en diminution et qui a déjà commencé depuis 2014 puisqu'elle était d'environ 13 puis 11 milliards et là elle est annoncée à hauteur de 9 milliards pour la période 2014-2020 mais on pense effectivement qu'elle va être en nette diminution jusqu'en 2020. Donc les agriculteurs vont devoir partager cette aide agricole avec les nouveaux pays rentrants dans l'élargissement de l'Union européenne, les pays de l'Est,
On pense à la Roumanie, on pense à la Bulgarie, bientôt peut-être l'Albanie, bientôt l'Ukraine et peut-être même la Turquie, puisque si malheureusement ils sont majoritaires au niveau des européistes dans ce temple de l'argent roi et des lobbies, eh bien ils tenteront effectivement de relancer l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Voilà ce qui nous pend au nez. Il y a un autre péril qui nous menace et qui est très important, c'est effectivement le traité transatlantique, dont vous, bien entendu, vous n'êtes pas au courant, puisque personne n'en parle, les médias font silence sur ce sujet-là. Qu'est-ce que c'est que ce fameux traité transatlantique entre l'Amérique du Nord et l'Europe? Eh bien, c'est une négociation pour ouvrir un grand marché commun entre les États-Unis, le Canada et l'Union européenne, en vue de faire tomber les dernières barrières douanières qui peuvent subsister au niveau des tarifs douaniers, au niveau des tarifs des barrières non tarifaires, pour faire céder ces derniers obstacles qui empêchent effectivement les échanges de marchandises et de produits américains avec l'Europe. Les Américains qui sont en grande difficulté, contrairement à tout ce que vous pouvez entendre dire que c'est la reprise, les Américains souffrent d'une crise extrêmement profonde de leur économie. Et comme toujours, comme ils l'ont fait depuis 40 ans ou 50 ans avec leur dollar, ils exportent leur crise au monde entier. Donc le dollar étant de moins en moins influent dans le monde, puisqu'on est en train de le contourner au niveau de la Chine, de la Russie, du Brésil, tous les pays en voie de développement sont en train de contourner le dollar pour traiter avec leur propre monnaie, eh bien, ils tentent maintenant l'élargissement de leur économie à l'Europe. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser leurs normes américaines sur l'alimentation, sur les normes sanitaires, sur les normes douanières et puis de la qualité également. Donc c'est un effondrement de notre agriculture, c'est probablement la fin programmée de l'agriculture française telle qu'on peut la connaître de manière ancestrale dans nos régions et dans notre zone rurale. Et nous voulons combattre au Front National. Nous avons, Marine Le Pen l'a dit au Salon de l'Agriculture, nous faisons une déclaration d'amour aux agriculteurs et nous faisons une déclaration de guerre au traité transatlantique et nous défendrons cette position-là au Parlement européen lorsque nous serons présents dans cette enceinte. Donc ce grand marché commun, nous allons le combattre. Et pour revenir à la PAC, il y a un autre élément qu'il faut vous donner, c'est qu'elle est donc en nette diminution depuis une bonne dizaine d'années. Elle a déjà diminué de 15% et elle est effectivement en accélération au niveau de la baisse des budgets. Donc ce traité transatlantique, c'est un véritable péril, je vous le dis, j'insiste vraiment sur ce sujet-là, parce que quand on interroge les agriculteurs, eh bien, ils nous disent c'est un nivellement de notre métier, de notre profession, tel que nous l'avons pratiqué par le passé. C'est une diminution du nombre d'agriculteurs, d'éleveurs et de vignerons qui connaissent cette concurrence déloyale, cette pression qui est menée par la profession, sur la profession, pardon. Et donc c'est une réduction depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, du nombre d'agriculteurs qui est passé d'environ 800 000 agriculteurs à un peu moins de 500 000 en nombre, avec effectivement des exploitations plus larges, plus importantes, mais avec une réduction du nombre d'agriculteurs. La problématique, moi, qui, d'un point de vue humain, me touche terriblement, c'est que c'est une profession qui rentre dans un désespoir terrible, puisqu'un agriculteur, tous les 2 jours, se suicide, quand ce n'est pas effectivement des accidents, parce que c'est un travail harassant, avec des accidents du travail nombreux. On m'a même dit qu'il y avait un agriculteur par jour qui décédait, soit d'un accident, soit de suicide. Moi, je pense que c'est un drame national et qu'il faut absolument combattre. Et je vous dirai juste après les solutions que nous apportons au Front National. Le deuxième point, c'est qu'il y a également une chute terrible des revenus agricoles dans les éleveurs laitiers. Il faut savoir que les quotas laitiers en 2015 vont disparaître et les éleveurs d'animaux pour le lait vont continuer à souffrir et à diminuer par rapport à ce qu'ils ont connu par le passé. Également la qualité,
puisque en termes de qualité, comme je vous l'ai dit, si on laisse passer ce traité transatlantique nord-américain avec l'Europe, eh bien ce sera une imposition, une obligation d'accepter les produits, les marchandises américaines, avec déjà les OGM, puisque c'est déjà passé, la France a refusé, mais Bruxelles a dit oui. Donc effectivement, les OGM vont s'instaurer dans l'agriculture française. Mais il y a également toutes les normes qui vont s'appliquer sur les produits comme le bœuf aux hormones, comme le poulet chloré, tous les insecticides, les produits phytosanitaires qui vont s'imposer dans toute cette agriculture. Et bien entendu, au final, ce sera la santé publique qui en pâtira et nous dans notre alimentation. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à l'économie et par rapport à ce secteur très important dans la région Massif Central-Centre et qui nous touche tous de près. Il y a un autre élément, un autre volet de la politique aussi qui touche bien entendu l'aspect national, hein, c'est ce millefeuille administratif. Vous avez entendu le discours de politique générale du Premier ministre Valls, bien entendu qu'il a touché au niveau du nombre des régions, qui passerait de 22 à 11 régions, avec un redécoupage, bien entendu, complètement aberrant, complètement arbitraire, pour réduire ce niveau de millefeuille administratif, faire des économies, encore une fois, c'est toujours l'obsession permanente. Alors il y a des économies qui sont bonnes et qui sont mauvaises. Eux, bien entendu, choisissent toujours les mauvaises, puisque c'est celles qui sont réclamées par Bruxelles. Il y a également les réformes des communautés de communes que vous êtes en train de voir. Sachez que les dernières élections municipales que vous avez connues commune par commune, c'était les dernières, puisque maintenant, ce sont les communautés et les agglos qui prennent le pas. Il y a également, à titre anecdotique, mais c'est quelque chose qui est revenu et que j'ai ressenti assez fort quand nous avons questionné les personnes que nous avons interrogées dans nos questionnaires, pour être vraiment à l'écoute du terrain dans cette campagne, c'est la problématique des connexions Internet. Alors là, effectivement, dans les zones rurales, dans les campagnes les plus reculées, ce qui revient, c'est une exclusion sociale au niveau de l'accessibilité au réseau Internet, avec un niveau de connexion qui date des années 90 en bas débit, avec les systèmes ADSL. Alors je ne suis pas un technicien, mais apparemment les conseils régionaux auraient financé le passage du système WiMAX au système Nordnet, qui est très déficient apparemment en termes de connexion. Et c'est ressenti par la population, aussi bien les professionnels, sont les artisans, les commerçants, que les particuliers, étudiants, chômeurs, etc., comme une exclusion sociale, parce qu'il faut des minutes et des minutes pour pouvoir avoir une connexion d'une page Internet. Donc c'est effectivement, par rapport aux villes, une perte de cohésion sociale et compte tenu du recul, notamment de France Télécom qui a été privatisée depuis une vingtaine d'années, qui est cotée en bourse, eh bien ils n'ont qu'une obsession dans leur modèle ultra-libéral, c'est la rentabilité à tout prix, à court terme, et c'est comme ça qu'on vous retire les investissements qui étaient faits auparavant par France Télécom dans les campagnes, dans les petites villes, et qui permettaient effectivement d'avoir cette cohésion sociale et cette égalité au niveau donc, entre les villes et les campagnes. Donc vous voyez bien que toute cette classe politique nous a imposé depuis une trentaine d'années un modèle, des schémas qui nous viennent effectivement hors de France, des modèles économiques et sociaux qui sont très largement inspirés des anglo-saxons, qui sont pour tout, pour le marché, pour l'ultralibéralisme à tout prix, pour la dérégulation totale, pour la privatisation de tout et de tous. Ils considèrent le citoyen comme un simple consommateur et il doit être le plus docile possible pour effectivement pouvoir accepter l'ensemble de ces produits qui leur sont imposés. Donc moi je déclare que tous ces gens-là, compte tenu des résultats, avec une France qui a 2 000 milliards d'euros de dettes que nous allons passer au cours de l'année 2014, avec près de 6 millions de chômeurs, avec des déficits du commerce extérieur, des records historiques de déficit de 70 milliards en moyenne par an, avec des déficits intérieurs qui vont tenter de combler avec le pacte de responsabilité. Ils vont piocher 50 milliards d'euros dans vos poches et dans la poche de tous les Français. Eh bien moi je déclare que tous ces gens-là sont incompétents économiquement, voire pour certains des criminels économiques,
Je ne citerai pas de nom là ici, mais pour ce qui me concerne, les choses sont très claires. Alors, ces gens-là, en termes de compétences économiques au sens large, eh bien toute cette classe politique n'a d'égal dans la compétence que leur arrogance, puisque regardez comment ils traitent le FN, regardez comment ils traitent les candidats au municipal, regardez le mépris de la classe politique vis-à-vis de nous, qui proposons une alternative très crédible, qui proposons des solutions, je dirais, de réalisme, de pragmatisme. Et c'est pour ça que nous proposons de sortir de cette camisole de force qui est l'Union européenne, qui est la Commission de Bruxelles, qui nous impose, via les pressions qui sont faites par les lobbies privés qui nous viennent donc des États-Unis, les multinationales au sens large, qui nous imposent leur code de conduite, leur méthode de vente de produits. Eh bien, nous sommes contre cette camisole de force qui nous a, avec le temps, dépossédé de notre monnaie. Rappelez-vous le franc, il y a encore 12 ans, nous avions le franc. Est-ce que vous étiez malheureux à l'époque du franc? Bien. Est-ce que vous étiez malheureux avant qu'on vous retire les finances publiques l'année dernière? L'année dernière, il faut savoir, c'est passé totalement inaperçu, bien entendu, comme tout ce qu'ils font. Évidemment, les choses importantes, ils les camouflent derrière des grands thèmes de société, comme le mariage pour tous. Eh bien, ils nous ont dépossédés de notre finance. Les bourses, le cordon de la bourse est passé de Paris à Bruxelles. Et c'est comme ça qu'ils nous imposent la cure d'austérité avec le pacte de responsabilité. Troisième volet, dont vous n'entendez parler nulle part, que ce soit dans les médias, que ce soit au niveau du gouvernement, c'est encore très récemment l'union bancaire. Qu'est-ce que c'est que l'union bancaire? Eh bien, c'est le dispositif légal qui a permis à Chypre l'année dernière de ponctionner dans le compte des clients, dans le compte des banques qui étaient en difficulté, voire en faillite, pour ne pas toujours ponctionner les contribuables ou voir chuter et faire faillite des banques. Eh bien, c'est ponctionner les dépôts bancaires, l'épargne des particuliers. C'est ce qui s'est produit au mois d'avril l'année dernière, en 2013, c'est encore très récent, sur le compte des clients des banques. Eh bien, voilà, c'est ce qui prépare avec l'union bancaire. Ça a été adopté il y a quelques semaines à la Commission de Bruxelles, et en catimini, comme ça, subrepticement, ils vont nous imposer ce dispositif légal qui va être, bien entendu, ratifié tôt ou tard par la France. Et c'est comme ça que les banques commerciales françaises ne sont plus sous contrôle de l'État, elles sont passées sous le contrôle de la Banque centrale européenne. Une fois de plus, la Banque centrale européenne, qui au passage est dirigée par qui à votre avis? Eh bien, elle est dirigée par un monsieur qui s'appelle Mario Draghi, qui est l'ancien vice-président Europe de Goldman Sachs. Voilà, ces gens qui vous imposent ce modèle ultralibéral, ce modèle mondialiste où le libre-échange, la libre circulation des capitaux, des marchandises et des personnes doit être totale. Voilà donc un petit peu ce sur quoi le Front National veut se battre pour effectivement rendre le pouvoir à la France et s'opposer à ce modèle dément que nous impose Bruxelles et la Commission de Bruxelles. Alors qu'est-ce que veut faire le Front National? Eh bien, l'ambition du Front National, c'est de redresser l'économie, c'est de redresser les régimes de protection sociaux et de redresser l'identité française, bien entendu de notre région, mais au niveau national. Il ne faut pas perdre de vue que cette campagne aux européennes est nationale. Et ça passe bien entendu par notre vision stratégique qui est l'État stratège. L'État stratège, il a une attribution, c'est de protéger les intérêts vitaux de la France et des Français. Et bien entendu, de s'opposer à tout projet fou qui permettrait aux étrangers et à l'institution européenne, effectivement, d'intervenir contre les intérêts des Français. Donc ça passe par, effectivement, s'opposer à la technocratie bruxelloise, ça passe par le rétablissement du patriotisme économique, dont je pense Marine vous dira un mot tout à l'heure, et puis ça passe contre la lutte des dépenses, des mauvaises dépenses, parce qu'on peut faire des économies, effectivement, et nous on en a trouvé des économies. C'est effectivement d'arrêter le sauvetage de l'euro. Le sauvetage de l'euro, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est déjà 70 milliards qui ont été ponctionnés dans vos poches pour sauver l'euro-monnaie unique. Alors nous, sur le projet de l'euro, qu'on soit bien clair, nous sommes pour l'euro, le passage à l'euro-monnaie commune. Vous avez tous en tête, avant 2002, il y avait ce qu'on appelait l'écu entre 1999 et 2001, c'était le passage à la monnaie commune.
Et puis, effectivement, le passage également au franc français. Tout ça, c'est pas un caprice idéologique, c'est complètement l'intérêt d'avoir une politique monétaire et une politique de change qui nous permettent de soutenir le projet de rétablissement du plein emploi, de rétablissement du pouvoir d'achat, de la souveraineté nationale. Des économies, on va en faire aussi, si bien entendu on sort de cette Union européenne, et bien, ce sera 20 milliards d'économies immédiatement trouvées sans le prendre dans la poche des Français. Et également des économies sur la lutte contre l'immigration, le coût de l'immigration et également la fraude sociale. Voilà dans les grandes lignes un petit peu ce que je voulais vous dire. Également une grande politique en matière de développement rural dans la région pour lutter contre la désertification dont je vous ai parlé, avec l'opposition aux directives techniques européennes, opposition à cette concurrence déloyale qui fait exploser le chômage aujourd'hui en France. Alors, dites-vous bien, M. Hollande a déjà annoncé hier qu'il n'allait pas se représenter si effectivement la cote du chômage ne s'inversait pas. Ben, on peut déjà lui proposer de partir tout de suite, parce que moi je vous dis... En tant qu'économiste, je peux vous assurer, on peut prendre le pari ce soir, la courbe du chômage va ne cesser de croître. Elle va même exploser dans les 2-3 ans qui viennent. Vous allez voir que l'inflation est tellement basse, on risque même d'entrer en déflation que le chômage va exploser. C'est la conséquence immédiate de cette eurochère. Donc lutter effectivement contre cette concurrence déloyale, et puis effectivement une politique de tourisme rural pour développer l'aménagement du territoire, financé bien évidemment par les intérêts et le financement français. Il y a également ce que l'on vous propose par opposition à la PAC, c'est la politique agricole française, qui est pour nous un levier très important, une chance pour la France. Nous voyons la politique agricole française comme un moyen de récupérer le pouvoir et la souveraineté et sauver l'agriculture française. C'est augmenter le budget de 9 milliards à l'heure actuelle à environ 12,5 ou 13 milliards d'euros. C'est l'objectif que nous souhaitons avec l'État stratège. Et puis également, c'est faire une agriculture patriote, rentable, compétitive, indépendante et environnementale. Enfin, rétablir la restauration de la ruralité, de la paysannerie française dans sa tradition, avec des états généraux de l'agriculture. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur un sujet qui a l'air comme ça anodin, c'est effectivement de donner la capacité d'accessibilité d'Internet à tous et partout. C'est en tout cas là notre volonté. Donc, si je me résume pour laisser maintenant la parole à notre vedette Marine, c'est effectivement de dire que l'Union européenne et l'euro, c'est la misère. Le bon sens, c'est la France. Le social, c'est le Front National. Et je vous demande, nous, les euro-réalistes, parce que par opposition aux européistes, nous sommes les euro-réalistes, et bien nous disons non à Bruxelles et oui à la France. Je vous demande un premier applaudissement pour Marine. Merci les amis. J'ai pris les feuilles, mais je m'attendais que c'est toujours du numéro. En plus, il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est pas grave, on va faire ça de chic. Bon, alors mes amis, moi je suis d'abord frappé de voir que cette campagne a du mal à démarrer. Hein, je ne sais pas si c'est les municipales qui continuent à persister, ou si c'est l'UMP-PS qui n'ont pas tellement envie qu'on parle de leur bilan. C'est peut-être ça aussi, parce qu'en général, ils essayent de se défiler. Alors ils commencent vaguement de loin à évoquer l'Europe, dont ils ne parlent par ailleurs jamais dans les autres élections. Vous aurez remarqué que jamais ils ne parlent de l'Union européenne. Alors qu'au Front National, nous n'avons eu de cesse que de vous prévenir de ce qui se tramait dans votre dos. Nous n'avons eu de cesse d'évoquer les sujets qui touchent à notre perte de souveraineté, y compris même d'ailleurs pendant la campagne présidentielle, ou même au sein de mon propre camp, je le sais très bien, certains étaient inquiets en disant « Mais Marine, arrête de parler de l'euro, ça fait peur aux gens. » Ben je dis oui, ben, ça leur fait peut-être peur, mais il faut en parler parce que c'est la vérité. La réalité, c'est que c'est l'euro qui est en partie responsable de notre situation et
se baladent sur les plateaux de télé et de radio sont soit des menteurs, soit des employés de banque, soit des experts à la noix, soit des politiques vendus à l'Union européenne. Parce que si on n'explique pas ça, eh bien évidemment on continuera comme ça pendant longtemps et on terminera comme un pays en voie de sous-développement. Parce que c'est ça qui nous convient. Alors, moi je me suis étonné parce que c'est un concours de récepticisme là. Ils sont tous réceptifs, incroyable. Alors on les écoute là, l'UMP, ils sont oui, enfin l'Europe quand même, faut que ça change, etc. Vous me direz, ça fait 30 ans qu'ils disent ça. J'en avais sorti, je ne sais pas si vous avez vu des paroles et des actes, j'avais retrouvé les affiches. Ils ont 79, une autre Europe. 2004, une autre Europe. 2009, une autre Europe. Eh ben ça ne pas. 2014, une autre Europe. Ils vont vous défendre une autre Europe, tous. Une nouvelle Europe. Alors on ne sait pas trop à quoi elle va ressembler d'ailleurs. Et c'est pas, en tout cas avec le courage dont ils ne font pas preuve régulièrement, qu'ils vont réussir à changer quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, tous deviennent critiques. Critique Schengen, critique Maastricht, critique l'euro. Ah bah tiens, ils critiquent l'euro, dis donc. Incroyable. Même Mario Draghi s'y est mis, le patron de la BCE, excusez-moi du peu. Moi, petite Marine Le Pen, je ne connais rien, je suis incompétente, tout le monde le sait. Et ils l'ont tous dit pendant la campagne présidentielle, quand je disais, il faut dévaluer parce que c'est l'euro-fort qui tue nos entreprises, c'est l'euro-fort qui tue nos exportations, c'est l'euro-fort qui est à l'origine du chômage. Qu'est-ce que j'ai pas pris? J'étais nulle, idiote, j'avais rien compris, j'étais folle. Oui, folle, j'ai eu ça aussi. Folle, mes propositions étaient insensées, la dévaluation allait entraîner, souvenez-vous, Sarkozy disait le doublement ou le triplement de la dette. Le président de la République n'est pas obligé d'être précis. Hein. Le doublement ou le triplement, on est à 2000 milliards, donc c'était ou 4000 ou 6000 milliards, au choix. Bon. Mais personne n'est allé lui dire, mais un peu de sérieux, monsieur le Président, ça ne ferait pas de mal. Ils ont tous dit que le litre d'essence à la pompe allait être multiplié par je ne sais combien, etc. Et là, brutalement, on n'entend plus rien de ces critiques-là. Plus rien. Là, maintenant, ils sont tous pour une dévaluation de l'euro. Bah tiens. Et oubliez toutes les critiques formulées contre Marine Le Pen, parce que sur ce domaine, comme sur beaucoup d'autres, eh bien, ils nous ont énormément critiqués face à au mur de la réalité, ils sont bien obligés de finir par dire la même chose que nous, après nous avoir longuement insultés. C'est pas pour ça qu'ils le feront. C'est comme pour l'immigration. C'est pas parce qu'ils disent « Ouh là là, le problème de l'immigration s'aggrave » qu'ils vont, eux, régler le problème de l'immigration. Parce que s'ils avaient dû le faire, ils l'auraient déjà fait, mes chers amis. Ils l'auraient fait quand ils ont été pendant des années et des années au pouvoir, y compris l'UMP. Alors moi, j'entends les types de l'UMP, eux aussi, eurocritiques. Alors je ne comprends pas une chose. C'est que par exemple, Brice Hortefeux, je parle de lui parce qu'il est candidat dans cette circonscription. Quand je l'écoute à la radio, il dit la même chose que moi. Il n'y a qu'un malheur, c'est quand je regarde les votes au Parlement, ils votent exactement l'inverse. C'est donc qu'il y a bien un problème quand même. C'est donc bien qu'il y a un discours qui est là pour vous faire plaisir pendant la campagne, mais que ça ne correspond à aucune conviction profonde. Alors, moi je vais vous dire, ne tortillons pas, il y a un moyen très sûr de savoir qui est sincère et qui ment. Tous ceux qui changent d'avis 3 mois avant les élections sont des fiefés menteurs. Voilà, comme ça vous le savez, et vous en tirez légitimement les conséquences. Ils ont tout voté. Ils ont tout voté, mes chers amis, l'UMP et le PS, ensemble. Ils ont voté ACTA. ACTA, vous savez, c'était cet accord secret qui visait à aller regarder tout ce que vous écrivez sur vos mails, c'est une sorte là aussi d'américanisation de la surveillance généralisée des citoyens. Ils l'ont voté, le PS et l'UMP. Les retraites par capitalisation, eh bien, ils les ont votés, le PS et l'UMP, qui visent à vous dire, écoutez, débrouillez-vous pour vous constituer une retraite. Bon, bah, si la bourse se casse la figure, bah, tant pis pour vous, vous terminerez comme quelques Américains à la rue, comme des mendiants, en ayant perdu l'intégralité de votre capital. Ce qu'on appelle les Tupac, parce que maintenant on parle anglais tout le temps là-bas, on parle plus français, c'est fini, c'était une langue officielle de l'Union Européenne, mais ça c'était avant, comme dit la publicité. C'est tout ce qui impose la politique d'austérité, et qui fait que si on n'a pas atteint les 3% de déficit, vous savez, la fameuse règle d'or, eh bien l'Union Européenne peut nous sanctionner, financièrement. Est-ce que vous savez de combien est la sanction? 4 milliards d'euros. L'Union, ils ont voté ça
laisse la possibilité pour l'Union européenne de nous condamner à verser 4 milliards d'euros parce que la politique d'austérité mise en œuvre n'aurait pas été aussi assez rapide. Il n'y a qu'un malheur, c'est que leur politique d'austérité, plus ils la mettent en œuvre, plus nous sommes pauvres. Et plus nous sommes pauvres, moins nous payons d'impôts. Et moins nous payons d'impôts, plus il y a de déficit. Et plus il y a de déficit, plus il y a de dette. C'est le fameux cercle vicieux que j'évoquais la dernière fois à la télévision. C'est exactement ce qu'on a vu en Grèce. Quand on parlait de la Grèce, ils nous disaient mais ça n'a rien à voir, la France n'a rien à voir avec la Grèce. Et pourtant, nous sommes, comme je l'ai dit, dans le même escalier, pas encore au même étage. C'est vrai, eux, ils ont 60% du chômage des jeunes, 30% de chômage. Une augmentation de 50% de la mortalité infantile, ce qu'on ne voit dans aucun pays civilisé. La baisse des pensions, la baisse des retraites, la baisse des salaires, la baisse des indemnités chômage, mais peu ou prou, on voit bien se dessiner quand même la même esquisse en France. Et puis au fur et à mesure qu'ils mettront en œuvre leur politique, au fur et à mesure où la France s'appauvrira, au fur et à mesure où votre pouvoir d'achat va baisser, et où vous ne pourrez plus être les clients des entreprises, puisque par définition vous consommerez moins, puisque vous avez moins d'argent. Ah, il ne faut peut-être pas avoir fait l'ENA pour comprendre ça, mais nous on comprend très bien ce cercle vicieux. Eh bien, les entreprises fermeront les unes après les autres. On a déjà eu le record des défaillances d'entreprises l'année dernière. Eh bien moi je vous annonce le record de défaillances d'entreprises cette année. Ah. Alors les entreprises vont tomber, donc de plus en plus de chômeurs, donc de plus en plus de poids sur le coût du travail, puisque c'est le chômage qui pèse sur le travail, etc., etc. Alors demain ils diront, bon ben le gel ça suffit pas, pour finir, il faut baisser. Il faut baisser les salaires, il faut baisser les pensions, il faut baisser les retraites. Il faut baisser les aides sociales. À qui? Ah ben, toujours aux mêmes, aux Français, aux classes moyennes, aux classes populaires. Parce que, moi je ne sais pas, je suis peut-être simpliste, hein, si j'en crois les grands experts de la télévision, mais la première chose qui me vient à l'esprit, moi, quand on est dans une situation économique difficile et qu'il y a des économies à trouver, c'est commencer par arrêter de faire venir 200 000 étrangers légaux par an. C'est commencer par refuser les 200 000 clandestins qui probablement y entrent également cette année. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Parce que je me dis, mais s'il y a 5 millions de chômeurs et qu'on en fait entrer 200 000 par an, c'est 200 000 chômeurs. Sans compter leur famille, parce qu'il y a le regroupement familial. Et puis sans compter les demandeurs d'asile, parce qu'on est extrêmement généreux. Hein. On accepte des demandes d'asile, y compris de pays qu'on s'apprête à faire rentrer dans l'Union européenne. Non mais, est-ce que vous imaginez quand même le délire dans lequel ils sont arrivés? Eh bien à cela, permettez-moi, mesdames, messieurs, pas un centime de baisse. Pas un centime de baisse des prestations qui sont accordées à l'immigration dans notre pays. C'est le seul budget du ministère de l'Intérieur qui a été sanctuarisé. Sanctuarisé. On a baissé les policiers, on a baissé les moyens de fonctionnement, mais immigration, intégration, la vache sacrée, à ça, mesdames et messieurs, on ne touche pas. Mais est-ce que vous croyez que ça passe inaperçu? Parce qu'il y a une espèce d'agence du tourisme, d'immigration dans le monde. Hein. Si puis se réduit, c'est tout. Puis je dis alors à toi, tu vas où? Bah écoute, moi j'ai fait le calcul, je trouve que la France c'est quand même plutôt sympa. Hein. On arrive, même si on est clandestin, on n'a pas le droit d'être là, on a quand même le droit à un logement, d'urgence en général. C'est le cas d'ailleurs pour les demandeurs d'asile. Mais c'est le cas aussi pour les Roms. Nous sommes obligés, merci l'Union européenne, merci nos dirigeants qui se sont mis à plat ventre devant elle en toutes circonstances, qui font carpette, nous sommes obligés de loger en urgence des gens qui sont sur le territoire français en situation clandestine. Et ils passent donc par définition avant ceux qui cotisent, qui sont français, qui payent des impôts et qui attendent un logement social parfois depuis 10 ou 15 ans. Mais qu'est-ce que vous croyez que ça entraîne comme résultat, mes chers amis? Eh bien, vous me voyez, résultat, plus 48% d'augmentation des immigrés clandestins dans l'Union européenne l'année dernière, plus 48%, dont l'immense majorité, honnêtement je ne vous le cache pas, se disent, oui c'est vrai que
sur le formulaire, honnêtement, la France, c'est plutôt sympa. Monsieur Alfano, le ministre de l'Intérieur italien, a dit « Nous avons arrêté en 3 mois 17 000 clandestins à la frontière. Dans toute l'année dernière, nous en avons arrêté 23 000. » C'est-à-dire qu'on a presque atteint le chiffre de l'année dernière uniquement dans les 3 premiers mois de l'année 2014. Et que dit M. Alfano? Il y a entre 300 et 600 000 clandestins qui attendent de monter dans un bateau en provenance de la Syrie, sur les côtes syriennes. Parce que la Syrie est le pays de passage de l'immigration clandestine, ce que nous, vous avions dit lorsqu'il y a eu la crise en Syrie. Et l'immense majorité de ceux qui arrivent à Lampedusa en Italie, ils vont où? Ils vont en France. Je sais parce que moi je suis allé les voir. À la différence de M. Hollande, à la différence de M. Valls ou à la différence de M. Copé. Moi je suis allé à Lampedusa et je les ai vus, ces jeunes clandestins. Ce sont des jeunes hommes entre 20 et 30 ans. Évidemment, ce qu'ils espèrent, c'est aller trouver un travail en Europe, c'est aller trouver une aide pour vivre mieux. Ce ne sont pas eux les responsables de cette situation. Parce que l'attractivité est telle de nos pays que c'est impossible pour eux d'y résister. Les responsables, ce sont nos dirigeants politiques. Ce sont ceux qui, depuis 30 ans, ont mis en place cette politique d'immigration. Ce sont ceux qui ont ouvert totalement nos frontières. Ce sont ceux qui ont voté Schengen. Alors, Union européenne, frontière ouverte, passoire totale. Tout le monde peut rentrer. Et on dit, l'Italie pourrait quand même surveiller les frontières. Et pourquoi elle les surveillerait-elle? Parce que d'abord elle sait que ceux qui arrivent ne restent pas, qui vont en France, premièrement. Et deuxièmement, parce qu'ils n'ont pas de raison de défendre nos propres intérêts. Vous imaginez bien qu'il y a des tas de pays dans l'Union européenne, ils se moquent complètement de savoir qu'il y a des centaines de milliers de clandestins qui demain s'apprêtent à rentrer dans l'Union européenne. Ils ne monteront jamais jusqu'en haut, hein. Enfin, pas tous. Bon. Alors il faut retrouver la maîtrise de nos frontières. Nous ne pouvons pas déléguer aux autres le soin de décider de notre politique d'immigration. C'est à nous de décider qui vient chez nous. C'est à nous de décider quels sont les critères que nous mettons en œuvre pour accepter que tel ou tel puisse rester. Et moi je vous dis clairement, il n'y a qu'en rejetant la politique de l'Union européenne que nous pourrons mettre en place la politique dissuasive nécessaire, c'est-à-dire couper les pompes aspirantes. Parce que l'Union européenne ne nous laissera pas faire. Si nous restons dans ces traités européens, nous aurons interdiction de ne pas loger les Roms en priorité. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, si on ne le fait pas, on est condamné à leur verser 75 € par jour et par requérant. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient vivre avec 75 € par jour et par requérant et qui n'en ont pas encore les moyens. Allez, je veux pas être là pour vous faire du mal, mais j'ai besoin quand même de vous donner la vérité de la situation de notre pays. Droit d'asile. Le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques vient d'évaluer le coût total du droit d'asile à 666 millions d'euros cette année. Vous pouvez être absolument convaincu que ce chiffre très probablement frisera le milliard l'année prochaine. L'AME, l'aide médicale d'État, qui fait que l'on prend en charge intégralement les clandestins pour leurs soins de santé, alors qu'un Français sur 3 ne se soigne plus correctement, et probablement d'ailleurs aujourd'hui un Français sur 2, que les retraités nous disent « On ne peut plus soigner, Madame Le Pen, je ne soigne plus mon hypertension, Madame Le Pen, parce que je n'ai plus les moyens de le faire. » Eh bien, le clandestin, lui, il peut soigner son hypertension. Ça nous coûte 850 millions d'euros par an. Et là encore, vous pouvez savoir d'ores et déjà que d'ici 1 an ou 2 ans, nous friserons, là encore, le milliard. Y a-t-il eu la moindre proposition de l'UMP et du PS pour venir taper dans ces économies-là? Zéro. Jamais. Vous, oui. Vous, on envisage de ne pas vous rembourser 5 visites chez le médecin par an. Oui, c'est dans les tiroirs. Ça a été donné à l'ancien Premier ministre. C'est dans un des tiroirs de Matignon. Dès que leur pacte avec le diable, leur pacte d'austérité, ils s'apercevront qu'évidemment ça ne rend pas les résultats qu'ils espèrent, ils ouvriront le tiroir et ils vous diront, bah, vous voyez, mesdames et messieurs les smicards, on vous a accordé royalement 40 € d'augmentation, 40 € d'augmentation, eh bien on va vous reprendre cette augmentation qu'on vous a donnée de la main droite, on la reprendra de la main gauche, et comme ça, 1, 2,
3 visites chez le médecin par an ne seront pas remboursées. Sauf que ça, ça représente 70 ou 80 euros à la fin de l'année, et ce sont toujours encore une fois les plus pauvres, ce sont encore une fois les plus faibles, les plus modestes qui en subiront directement les conséquences, entre autres, parce qu'on ne parle pas du gel du barème de l'impôt sur le revenu, de l'ensemble des baisses qui ont été effectuées sur les prestations des familles, etc., etc. Croyez-moi, en la matière, François Hollande nous l'avait d'ailleurs annoncé avec le sourire, il avait dit c'est l'imagination fiscale est sans limite. Ah, effectivement, je vous le confirme, l'imagination fiscale est sans limite. 180 millions, c'est ce qu'on verse aux demandeurs d'asile quand ils attendent. Parce qu'ils déposent le dossier, il faut attendre la réponse. Puis on est en France, c'est long. C'est 8-9 mois. En ce temps-là, il faut les loger. En ce temps-là, il faut leur donner de quoi se nourrir, subvenir à leurs besoins. Et attendez, parce que la Cour de justice, c'est pas fini, la Cour de justice de l'Union européenne, les mauvaises nouvelles de ce vol en escadrille, vient de décider que non seulement il fallait les loger, mais que s'il n'y avait pas de logements sociaux, alors il fallait leur accorder une aide financière qui leur permette de couvrir leurs besoins pour se loger dans le privé. Voilà. Bon, ça c'est dans la série bonne nouvelle. 45 000 déboutés du droit d'asile l'année dernière. Sur ces 45 000 déboutés du droit d'asile, 19 000 de ceux-là, on a demandé de bien avoir l'amabilité de quitter le territoire, n'est-ce pas? Je ne vous donne pas le nombre réel qui a répondu à cette invitation, car évidemment, à la fin du dossier de droit d'asile, tout le monde reste. Cette situation, vous croyez qu'elle va se régler comment exactement? Comment croyez-vous qu'elle va se résoudre? Comme ça, en claquant des doigts, un jour venu, les clandestins vont dire, ben non, pour finir, on ne va plus aller en France, on va changer d'avis. Ben non. C'est pas comme ça que ça se réglera. Ça se réglera en envoyant des députés au Parlement européen qui vont dire stop, au nom du peuple français, stop à cette folie, stop à l'ouverture totale des frontières à l'immigration, stop au fait de jouer les généreux quand on n'en a plus les moyens, qui vont dire à ces députés européens stop à la directive détachement des travailleurs, qui est l'organisation la plus cynique qui soit du dumping social sur le territoire. Ah, ils sont bons, hein. Ils ont organisé les délocalisations. Ils nous ont mis en concurrence déloyale. Ils nous ont blindé de normes diverses et variées, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, pour qu'on soit dans une sécurité alimentaire, ce qui n'était pas d'ailleurs négatif, mais absolu. On voit d'ailleurs que nos normes sont peut-être les plus sévères du monde. D'accord? Et puis, ils ont délocalisé à tour de bras. Ah bah oui, parce qu'on n'est pas compétitif, alors on va aller en Europe de l'Est de plus en plus loin. Europe de l'Est, puis après c'était pas assez compétitif. Alors la Chine, c'était pas assez compétitif, là ils sont Bangladesh, disons. Ah bah oui, il faut le tour du monde des esclaves. Ils sont en train d'essayer de trouver des types qui sont plus esclaves que les esclaves. Bon, ils trouveront toujours, hein. Il y aura toujours des pauvres dans le monde qui accepteront de travailler pour 1 franc 6 sous et vivre avec un bol de riz dans des hangars à animaux, je veux dire. Parce que c'est ça leur vision du monde. Et après ils viennent nous donner des leçons d'humanisme. Bon, pour moi ça n'est pas d'humanisme, ça voyez-vous, que cette course au clandestin. Et puis tous ceux qui ne pouvaient pas délocaliser se sont dit, ah bah oui, bah, c'est embêtant, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien on va créer la délocalisation sur place. Pour tous les secteurs d'activité qui ne peuvent pas délocaliser. L'immobilier, la construction, les restaurants. Alors on va faire venir des travailleurs à bas coût. Et ils ont créé cette directive détachement des travailleurs. L'UMP a voté pour, le PS a voté pour. Alors on en a 500 000 en France aujourd'hui. 500 000 travailleurs détachés. Moi je donne souvent cet exemple, mais il n'est pas anodin quand même, hein. Le terminal méthanier de Dunkerque, parce que le Front National a demandé les chiffres, 40% de Français, 60% de travailleurs détachés. Et ça va se multiplier, parce qu'ils sont en train de déréguler toutes les professions qui sont aujourd'hui des professions réglementées, les taxis, les artisans, les professions médicales, les professions juridiques. Donc ce ne sont pas que les ouvriers qui vont subir cette conséquence. Ceux qui le croient se trompent. Ce sont aussi tous les autres Français qui vont subir la concurrence de gens qui viennent et qui sont 30 à 40% moins chers, puisqu'ils
Ils sont payés certes avec le SMIC quand il n'y a pas de fraude, mais avec des charges qui sont celles de leur pays d'origine. Ah, ils ont fait une grande réunion, l'UMPPS, en disant comment est-ce qu'on va pouvoir enfumer le peuple français là juste avant les élections. On va se réunir, on va dire qu'on s'est mis d'accord pour régler le problème du détachement des travailleurs. Alors, ils se sont réunis et ils ont dit bon voilà, on s'est mis d'accord, on a réglé le problème. D'abord, on a fait quoi? On va lutter contre la fraude. Mais ça, normalement, ça devrait être fait depuis bien longtemps. La fraude, c'est le travail au noir. C'est le fait de payer des gens moins que le SMIC. Mais c'est fait depuis longtemps, normalement, en France. Enfin, si on avait encore des contrôleurs, parce qu'à force de restreindre l'administration, il n'y a plus grand-chose qui contrôle plus grand monde. Hein. Si on contrôle en général toujours les artisans, c'est-à-dire ceux qui ne demandent rien à personne, mais tout ce qui est les grandes boîtes, les grands chantiers, ceux-là vont être contrôlés. Croyez-moi, il y aura de l'eau sous les ponts. Donc ils n'ont strictement rien réglé au problème. Donc cette directive détachement des travailleurs, je l'ai dit, elle est criminelle pour les salariés français. Et moi je n'admets pas de voir mon peuple en train de regarder au chômage, les bras croisés, voir passer des gens qui arrivent dans les transports, dans les chantiers de construction et qui évidemment prennent un emploi qui devrait revenir aux Français. Bien sûr, je le dis et je le redis parce que c'est la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. Alors oui, il n'y a pas loin à penser, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui le pensent de plus en plus, que non seulement il faut supprimer cette directive, mais qu'il est largement temps de mettre en place la priorité nationale, c'est-à-dire l'accès prioritaire pour les Français au logement et au travail, comme viennent d'ailleurs de le décider les Suisses. Je pourrais évoquer avec vous beaucoup de sujets parce que je n'ai pas réussi à trouver un domaine dans lequel l'Union européenne nous a apporté quelque chose de positif. Je suis désolé de le dire, si Erasmus, d'accord, ok. D'accord, on s'échange des étudiants, c'est très bien, on pourrait très bien le faire sans l'Union européenne. Hein. Il suffirait d'accords bilatéraux entre différents pays qui disent, bah, écoutez, on fait un accord bilatéral, comme on l'a toujours fait, pour pouvoir permettre à nos étudiants d'aller prendre une expérience à l'étranger. Mais sinon, perte de nos souverainetés législatives. Bernard vous l'a dit, on ne décide plus de nos lois. Enfin, ils se battent comme des chiens pour être élus à l'Assemblée nationale, en réalité, pour être une chambre d'enregistrement, parce que ce n'est pas eux qui décident des lois, ce sont des directives européennes qui sont imposées et qu'ils enregistrent. Voilà, le tampon, quoi. Comme s'ils étaient derrière un guichet. Notre souveraineté juridique nous échappe également. Et elle va nous échapper de manière encore plus grave, puisque Bernard a omis dans sa présentation un élément qui m'apparaît extrêmement grave dans le traité transatlantique tout à l'heure, c'est que des entreprises vont pouvoir traîner, des multinationales vont pouvoir traîner les États devant des tribunaux privés. Vous savez, les tribunaux privés, c'est le tribunal arbitral. Vous en avez entendu parler avec l'affaire Tapie? Ah oui, c'est vraiment très bien. C'est pas du tout préparé à l'avance. Et c'est de toute confiance. Et donc Monsanto, par exemple, va pouvoir traîner l'État français demain devant un tribunal arbitral pour faire condamner l'État français si l'État français refuse, par exemple, les OGM. Voilà ce qui se passera. Ou si l'État français refuse les poulets, la glane au diabète. Ou alors le bœuf aux hormones. Parce que là-bas, ils ne s'embarrassent pas de normes aux États-Unis. Hein. Je peux vous dire qu'ils imposeront les leurs, c'est-à-dire quasiment zéro. Et nous, avec toutes les normes, toutes les transformations, tous les investissements qu'on a demandé à nos agriculteurs, à nos éleveurs, qui ont coûté des fortunes en investissement, qui évidemment renchérissent le coût du produit. En plus de l'euro-fort, on a l'ensemble de ces normes, l'ensemble de ces investissements qui ont renchéri les coûts du produit. Et après, on nous dira, bah oui, mais vous n'êtes pas compétitifs. Alors évidemment, vous vous faites bouffer par les Américains. C'est ça qu'on va vous dire. Et on verra détruire les uns après les autres tous nos systèmes de protection alimentaire, mais également, comme l'a dit Bernard, évidemment, toute notre agriculture, notre industrie, et j'en passe. Alors, souveraineté territoriale, on n'a plus, souveraineté monétaire, on n'a plus, souveraineté budgétaire, on n'a plus, souveraineté commerciale, on n'a plus, souveraineté industrielle, on n'a plus, souveraineté diplomatique, on n'a plus. Parce qu'on fait ouf à côté des Américains, les Américains, ils aboient, et à côté. La grande voie diplomatique de la France libre. La France qui était au devant des pays non alignés. Cette voie particulière dans le monde, cette voie diplomatique particulière dans le monde a disparu. Voilà.
Nous sommes devenus un coup les caniches de Berlin, un coup les caniches de Washington. Ça dépend des fois. Et du coup, on a soutenu des opérations internationales dans lesquelles non seulement on n'avait rien à faire, mais en plus qu'on contribuait à mettre des fondamentalistes islamistes au pouvoir, ce qui, le moins qu'on puisse dire, n'est pas franchement un succès. Ça a évidemment été le cas en Libye, mais ça on ne dit pas trop, hein. Vous entendez pas trop. On se réjouit aujourd'hui, et évidemment, je suis la première à m'en réjouir de la libération des 4 journalistes, mais on omet de dire que ces 4 journalistes étaient retenus en otage par les fondamentalistes islamistes. Ben oui, parce qu'en France, nos politiciens ont peur de la vérité, et ils refusent de vous la dire, cette vérité. Parce que vous dire la vérité, c'est admettre qu'ils se sont trompés. Vous dire la vérité aujourd'hui, c'est admettre que tout ce qui vous arrive est de leur responsabilité. Alors, mesdames et messieurs, quand ils défendent l'Union européenne, ce n'est pas l'Union européenne qui défendent. Ce sont eux qui défendent. C'est leur image à eux qu'ils défendent. Quand ils refusent de voir la réalité que vous voyez tous, dont on fait tous le constat, sur l'ensemble de ces pertes de souveraineté, sur les conséquences sur notre économie, sur notre pays qui est en voie de sous-développement aujourd'hui, sur l'appauvrissement général, sur la situation de nos retraités. Ça n'est pas parce qu'ils ne voient pas la même chose que vous et moi, parce qu'ils le voient bien, ça. C'est parce que admettre qu'ils se sont trompés, c'est admettre qu'ils doivent partir, c'est admettre qu'il faut maintenant qu'ils retournent à leurs terres d'études. Alors évidemment, ne comptez pas sur eux pour le dire. Ils vous expliqueront toujours, comme ils nous expliquaient que le communisme. Ils disaient oui, non, c'est ça, ça ne marche pas, parce qu'il en faut plus. Et s'il y en a plus, ça marchera. Et plus il y avait de communisme, et plus c'était l'horreur. Eh bien, il y en est de même avec l'Union européenne. Ça fait 20 ans qu'ils nous expliquent que ça ne marche pas, parce qu'il en faut plus. Et plus il y en a, et plus c'est l'horreur. Alors ce sont les peuples qui vont se libérer de cela. Car si vous comptez sur eux, eh bien je crains que vous ne soyez obligés d'attendre bien longtemps, peut-être le temps que la France ne soit plus la France et que les Français ne soient plus les Français. Et ça, je ne le veux pas et je crois que vous ne le voulez pas non plus. Alors, du coup, voilà, il faut maintenant reprendre notre destin en main. Il faut aller arracher aux technocrates le pouvoir qu'ils nous ont volé selon la bonne vieille technique du voleur chinois. On déplace la souveraineté, ça un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu. Et puis un jour, il y a l'huissier Carré, l'huissier de Bruxelles, qui dit bon, ça va pas du tout, le budget. Ça ne va pas du tout. Alors vous allez baisser dans les salaires, baisser dans les pensions, vous allez geler les allocations, vous allez. Voilà, c'est l'huissier. C'est comme si quelqu'un arrivait chez vous demain en disant bah, écoutez, les études des enfants, bah, vous arrêtez. Voilà. Nous, on considère que ce n'est pas un bon investissement. Et puis le frigidaire, vous allez le vendre, et puis après tout, vous n'avez pas besoin de voiture. Vous n'avez besoin qu'une, donc vous êtes gentil, vous vendez aussi les voitures. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire en Grèce, et c'est exactement ce qu'ils commencent à faire en France. Hein. Exactement ça. Les privatisations, vous ne croyez pas qu'elles vont avoir lieu? On commence déjà à vendre les bijoux de famille. Il y a un nombre incroyable de patrimoine immobilier qui a été vendu dernièrement. Ça non plus, on ne vous le dit pas. Et pourtant, c'est à vous. C'est pas à eux. C'est à vous. C'est votre propriété. C'est votre patrimoine. Alors, encore une fois, je crois que ce sont les peuples européens qui vont nous sortir de cette situation. De la même manière que ce sont les peuples qui ont eu la peau de l'URSS, ce sont les peuples qui auront la peau de l'URSS. En mai, 25 mai, on ne sera pas les seuls. Nous ne serons pas les seuls, parce qu'on nous dit, vous comprenez, vous surfez sur la peur. Alors ça, c'est le truc qu'on entend régulièrement. Vous faites peur aux gens. Non mais d'abord, permettez-moi de vous dire que parfois la peur est salutaire quand même. Hein. Si vous avez peur de mettre votre main dans le feu, tant mieux quand même. Si vous avez peur de sauter de la falaise, tant mieux aussi. Hein, ou de foncer dans un mur à 150 km/h aussi. La peur, elle peut être salutaire. Quand il y a quelque chose de dangereux, c'est pas la peine d'y aller. Et deuxièmement, moi je veux bien tout ce qu'on veut. Mais moi je parle pas danois.
Donc c'est pas moi qui fais peur aux Danois. Et pourtant les Danois, ceux qui sont contre l'Union européenne, sont en train de monter de manière spectaculaire dans les sondages électoraux. Moi je ne parle pas anglais, et je m'en réjouis chaque jour. Et pourtant, le UKIP est donné comme pouvoir arriver en tête en Grande-Bretagne. Je ne parle pas autrichien, je ne parle pas italien. Et pourtant, l'ensemble de l'opinion publique italienne est devenue eurosceptique. C'est donc bien que c'est parce que les peuples ont des yeux et des oreilles et du bon sens et qu'ils voient bien que cette Union européenne a été un échec sur toute la ligne. Alors est-ce qu'une autre Europe est possible? Oui, elle est possible. Mais celle-là n'est pas améliorable. C'est comme l'URSS. Ça n'était pas améliorable. C'est comme si vous disiez, oui, alors l'URSS, ce serait bien s'il y avait la liberté de politique des partis, s'il y avait la démocratie, s'il y avait la propriété privée. Oui, mais d'accord, c'est plus l'URSS, quoi. L'Union européenne, c'est pareil. L'Union européenne, ce serait bien s'il n'y avait plus Schengen, s'il n'y avait plus les cœurs d'austérité, s'il n'y avait plus la carte de souveraineté territoriale, législative. Ben, ce ne serait plus l'Union européenne. Alors nous, c'est ça que nous voulons. Nous voulons vous rendre votre pouvoir. Parce que si vous n'avez plus de pouvoir, il n'y a plus de démocratie. C'est pas parce qu'on vous autorise à aller mettre un petit bulletin dans une urne que vous avez du pouvoir. Parce que si vous allez mettre le bulletin dans l'urne et que ceux que vous élisez n'ont eux-mêmes aucun pouvoir, parce que ce ne sont pas eux qui décident, alors on vous ment. Alors vous n'êtes plus le souverain dans ce pays. Et pourtant, mes chers amis, en France, c'est le peuple qui est le seul souverain. Le seul. Et il va falloir qu'il le rappelle à nos élites. Il va falloir que le peuple aille s'asseoir à nouveau à la table des négociations dont il a été éjecté par sa classe politique. Alors c'est à cela que je vous appelle, moi, le 25. D'abord à la fierté aussi. À la fierté d'être ce que nous sommes. À la fierté de vouloir décider, de pouvoir regarder nos enfants dans les yeux en disant « c'est nous qui construisons et qui avons construit le pays. Nous n'avons pas confié à d'autres le soin de le faire. Nous sommes un peuple fier. Nous sommes un peuple politique. Nous sommes un peuple attaché à nos valeurs. Et tout cela nous oblige à nous mobiliser. Tout ça nous oblige à l'égard de notre pays à œuvrer pour arracher à l'Union européenne le pouvoir qu'elle s'est attribué avec la complicité de nos dirigeants. Moi, je veux pouvoir regarder mes enfants, mesdames et messieurs, demain, en leur disant que ça n'est pas moi qui ai participé à cette mascarade, que ça n'est pas moi qui les a enfermés dans un pays qui serait un pays devenu profondément antidémocratique, devenu un espace de pauvreté, un espace d'angoisse et un espace de désespérance. La France est un grand pays, elle a des capacités inouïes, sauf qu'on lui demande de courir les 100 mètres avec le bandeau sur les yeux, avec un boulet au pied et avec 100 kilos sur le dos. Alors on va jeter ces 100 kilos, on va enlever les fers que nous avons au pied, on va retirer le bandeau, on va se redresser et on va être à nouveau ce que le monde attend de nous. Merci. Et nous allons arriver en tête aux élections européennes. Aux armes, citoyens.